Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux sujets chauds du moment. Tout d'abord, le chômage en France qui repart dangereusement à la hausse. Les chiffres du troisième trimestre viennent de sortir, chiffres de l'INSEE, et c'est assez dramatique. On verra ça dans le détail tout à l'heure. Et parallèlement, autre danger, le risque de défaut de l'État américain. Ça revient régulièrement sur le devant de la scène. À chaque fois, on évite le pire. Mais ceci rappelle justement l'ampleur des dégâts de la dette publique, que ce soit aux États-Unis et également en France. D'où cette question, bientôt le chaos. C'est vrai qu'il ne faut pas paniquer, bien entendu, mais à cause de cette dette publique qui est énorme et qui n'arrive pas finalement à générer des effets suffisamment positifs sur l'économie, eh bien, il y a un risque important sur les taux d'intérêt, sur notre activité économique, sur notre épargne également, parce que le risque est grand, notamment en France, d'un jour de vouloir ponctionner notre épargne. Donc, on va parler de tous ces dangers. On terminera néanmoins par une bonne nouvelle, comme d'habitude, là en l'occurrence, sur les marchés boursiers, qui font fi de ces dangers pour le moment. C'est un petit peu normal, ils regardent l'inflation américaine qui baisse, très bien, mais attention, ces dangers sont là et on doit les regarder en face. Alors on commence tout de suite avec ces chiffres donc, qui viennent de sortir en France sur le taux de chômage. Et bien voilà, le taux de chômage est passé de 7,2 à 7,4% donc au troisième trimestre 2023. C'est la plus forte augmentation donc sur un trimestre depuis la période du coronavirus. Donc ça montre quand même qu'on a une situation un petit peu dangereuse sur le marché du travail français. On est sur un plus haut, vous voyez, depuis le deuxième trimestre 2022. C'est pas encore évidemment la Bérésina, mais néanmoins cette hausse montre bien qu'on a une difficulté dans la mesure où habituellement on a d'abord une récession et puis 6 mois après le chômage augmente. Là c'est l'inverse. A priori selon l'INSEE on n'a pas encore de récession, même si l'activité est très molle, mais le chômage commence déjà à augmenter. C'est dire ce qui va nous arriver demain lorsque là on va vraiment avoir cette baisse de l'activité, donc le chômage peut beaucoup plus encore augmenter dans les prochains trimestres. Et attention, là on parle du taux de chômage de catégorie A, hein, c'est-à-dire vous savez les chômeurs entre guillemets labellisés, c'est-à-dire qui donc font une preuve, je dirais, active, de recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles et qui n'ont pas du tout travaillé. Bon, mais si on regarde le chômage global, alors là c'est pire, regardez bien, alors il y a deux types de chômage un peu plus élevés, il y a ce qu'on appelle le chômage avec le halo du chômage, ça veut dire les personnes qui veulent travailler mais qui ne sont pas immédiatement disponibles ou qui ne font pas de recherche active. Vous voyez, on est à 13,1%, c'est un plus haut donc depuis le troisième trimestre 2021, et si on prend le taux de chômage tout compris, c'est-à-dire y compris ceux qui travaillent, je dirais un petit peu pendant le mois, mais qui sont quand même globalement au chômage sur l'ensemble du mois, là on est, regardez bien, à 16,9%, un plus haut depuis le quatrième trimestre 2021. Donc voilà la réalité aujourd'hui du marché du travail français, et encore une fois, ça ne fait que commencer, parce qu'on a une situation difficile sur l'économie, des entreprises qui commencent à faire défaut de plus en plus, et donc ce qui veut dire que le taux de chômage a encore augmenté. Et malheureusement, comme souvent, ceux qui souffrent le plus, ce sont les jeunes, hein, les moins de 25 ans. Regardez bien, le taux de chômage des moins de 25 ans est remonté à 17,6%, un plus haut depuis l'été 2022. Là aussi, il n'y a pas encore péril en la demeure, mais ce qui compte, c'est cette remontée assez forte donc sur le troisième trimestre, alors qu'encore une fois, selon l'INSEE, il y a une petite hausse du PIB au troisième trimestre. Donc c'est dire ce qui nous attend pour les prochains mois. Et d'ailleurs, si on regarde l'indicateur de l'emploi, l'indicateur avancé de l'emploi calculé par l'INSEE, si c'est la courbe rouge, donc c'est les derniers chiffres du mois d'octobre, on voit que le taux de chômage pourrait monter à quasiment 8%, peut-être même dépasser les 8%, taux de chômage de catégorie A, ça c'est pour l'année 2024. Donc on se rend bien compte que on a une situation toujours délicate, avec une récession qui est en train d'arriver, le chômage qui est déjà en train d'augmenter, et ça c'est très dangereux, parce que si jusqu'à présent on a réussi à éviter le chaos, à éviter la crise sociale et sociétale, c'est parce que le chômage était relativement bas. Si le chômage augmente, alors là, attention, comment va-t-on tenir finalement les Français? Ça c'est particulièrement dangereux. D'autant que, autre nouvelle du jour, l'inflation, certes, a été confirmée en baisse, mais elle reste toujours très élevée. On le voit ici, donc là vous avez l'inflation. Alors je dis toujours, il y a deux inflations. La courbe bleue, ici c'est l'inflation de l'INSEE. Vous savez qu'on est tombé à 4%, donc on était à plus de 6% il y a quelques mois, et la courbe rouge, c'est l'inflation aux normes européennes, donc harmonisée, on est à 4,5%. Bon, c'est vrai que ça a baissé, mais c'est toujours 4 à 4,5%, et donc on est toujours très très loin des 2% qui sont l'objectif de la Banque centrale européenne. Et puis surtout, attention, lorsque l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, non, les prix continuent d'augmenter, mais comme vous le savez, l'inflation, c'est le glissement annuel donc des prix à la consommation, ça veut dire donc on regarde le niveau des prix d'octobre 2023 par rapport à octobre 2022, et donc mécaniquement, comme ça augmente moins qu'il y a un an, le glissement annuel baisse, donc l'inflation baisse, mais les prix
continue d'augmenter, encore plus 0,1% donc au mois d'octobre. Donc si vous regardez bien cette courbe donc, de l'inflation française, donc depuis 2012, vous voyez, de 2012 à 2020, on a fait 9% d'augmentation, et là, de 2021 à octobre 2023, on a fait 15% d'augmentation. On n'a jamais vu ça, parce qu'habituellement en France, ben, c'est une inflation plutôt autour des 1%, donc ça va, c'est gérable. Là, ça explose complètement, et les ménages ne sont pas préparés du tout à cela, d'autant que ce qui augmente le plus, et ça continue d'augmenter, ce sont les prix des biens alimentaires. On nous annonce depuis des mois une baisse des prix de l'alimentation, on ne la voit toujours pas, donc là c'est vrai que au mois d'octobre, ça s'est stabilisé, mais il n'y a toujours pas de baisse, vous voyez bien d'ailleurs, de janvier 2021 à octobre 2023, on a quasiment 22% d'augmentation, c'est quand même une croissance assez fou, assez folle, hein. Et sachant que c'est quasiment autant que donc de 2007 à décembre 2020. Donc tout ça pour dire qu'on a cette inflation qui est en train de devenir énorme, et ceux qui croient ou qui nous disent que les prix vont baisser, bon, il faut être sérieux. L'inflation malheureusement va rester élevée, on ne va pas revenir sur les niveaux d'avant, ou alors ça sera lié à la récession. C'est-à-dire si on a une récession, il y aura la baisse de l'activité économique, et là, effectivement, les prix pourront baisser, mais ils ne reviendront pas au niveau de 2020 ou de 2021. Et dans le même temps, comme d'habitude, on regarde le détail des chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qui augmente le plus? C'est toujours le sucre. Alors il y a quelques mois on était à 50% de hausse, là on est à 37,6%, toujours beaucoup. Ensuite les carburants à 31,5%, les pommes de terre 19%, l'huile d'olive 18,6%, l'électricité, hein, là évidemment on a le problème d'augmentation, 18,5% également, légumes surgelés 18,2%, chocolat pour Noël c'est embêtant, 15,3%, évidemment il y a un effet d'aubaine, hein, certains en profitent pour se dire bah tiens pourquoi pas, et puis on a un problème également de production, hein, production notamment sur le sucre. Malheureusement la France qui était un grand producteur de betteraves sucrières, bah, aujourd'hui à cause des normes écologiques, etc., elle ne peut plus le faire, et ça c'est particulièrement dangereux. On a également donc voilà le lait 13,9%, céréales petit déjeuner 14%. Alors ça c'est nouveau, hein, le transport aérien repart à la hausse, comme quoi on dit qu'on ne veut pas prendre l'avion, mais bon, ça c'est le transport aérien intérieur, 13,7% d'augmentation. Voilà, encore des biens alimentaires, confiture 12,8%, donc yaourt 11,8%, les fromages œufs 11,2%. Il y a toujours des services et des prix qui baissent, donc dans les services de téléphonie mobile ou dans les abonnements audiovisuels, mais c'est moins qu'avant. Avant c'était moins 20%, là c'est moins 10%, mais bon, ça montre bien que l'inflation reste élevée. Alors le drame, c'est que cette inflation reste élevée, l'économie étant quasiment en récession, le chômage augmente malgré l'explosion de la dette publique, dont je rappelle ce chiffre qu'on vous montre régulièrement, et ça c'est pour bien rappeler le risque de chaos de l'économie française, c'est qu'on a cette dette publique donc, qui a atteint donc, plus de 3000 milliards d'euros donc, au deuxième trimestre 2023, regardez bien, 672 milliards d'augmentation depuis 2020, c'est-à-dire presque 700 milliards d'augmentation, on n'a évidemment jamais vu ça. Alors on dit oui, alors le ratio par rapport au PIB baisse un petit peu, c'est normal, il y a un effet inflation, parce que le PIB augmente plus fort, PIB en valeur, grâce effectivement à l'inflation. Mais quand on regarde, quand on se compare aux autres pays, par exemple au Portugal, il y avait un taux de dette publique par rapport au PIB, c'est la courbe verte, supérieur, bien supérieur à celui de la France depuis des années. Bien là, ça y est, la dette publique par rapport au PIB portugaise est passée sous celle de la France. Et pareil pour la Belgique, où là aussi, on est sur une dette publique, vous voyez, donc nous on est à 112%, les Portugais à 110%, les Belges à 106%. Donc ça montre bien que quand on veut, on peut. Mais nous, comme on ne veut pas, on veut continuer d'augmenter cette dette. À la rigueur, si ça produisait de la croissance, on pourrait dire au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. Là, regardez, on a ce graphique que je vous montre régulièrement, mais il faut le rappeler. Donc l'évolution, la dette publique, c'est la courbe rouge, la courbe bleue, c'est le PIB en valeur. Donc voilà, c'est très simple, hein, depuis 2019, la dette publique, plus 672 milliards, le PIB, plus 286 milliards. Il manque quasiment 400 milliards, c'est-à-dire qui ont disparu, hein, finalement. Bon, alors certes, on n'a pas eu une grave récession, mais néanmoins, on se rend bien compte que quand on fait de la dette publique, c'est pour justement générer plus de PIB que l'augmentation de la dette. Et là, c'est exactement l'inverse. La dette publique explose beaucoup plus que notre PIB, et donc on le voit aujourd'hui, on ne peut pas éviter l'inévitable. La France retombe en récession, est en train de retomber en récession, le chômage est déjà en train d'augmenter, donc on ne comprend pas. On explose la dette publique, et pourtant, le chômage repart à la hausse et la récession est revenue. Alors là aussi, norme comptable, on regarde la dette publique par rapport au PIB, mais heureusement tout le PIB n'est pas public. Si on regarde la dette publique par rapport aux recettes publiques, c'est-à-dire finalement une sorte de chiffre d'affaires de l'État au sens large, là on est à 215% donc en 2023, des chiffres complètement fous. Alors là évidemment ça calme, hein. On se dit quand même une entreprise qui sera endettée à 215% de son chiffre d'affaires, ça paraît énorme, ben, c'est le cas de l'État français. Si encore une fois à la rigueur il y a de la croissance, tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Autre problème, c'est que par norme comptable, la dette publique française n'intègre pas ce qu'on appelle le hors-bilan, hein, notamment
les engagements et les garanties de l'État, notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, hein, qui sont évidemment un dû que l'État doit, hein, c'est une dette, mais on ne la voit pas, je dirais, dans cette dette publique, elle n'est pas mesurée, mais si on ajoute, ça fait quasiment 3500 milliards d'euros en plus, ce qui veut dire une dette publique de quasiment 6500 milliards d'euros au sens large, donc c'est évidemment complètement colossal. On est à 95 000 euros par Français, quasiment 240% du PIB et 460% des recettes publiques. Je ne sais pas si on se rend compte de l'état de délabrement de notre puissance publique dans lequel nous sommes. C'est cette fuite en avant qui est constamment dangereuse. Alors quand on me dit que la France est un pays ultra-libéral, évidemment on comprend bien que ce n'est pas du tout le cas, mais tout ça pour dire qu'on a utilisé énormément de cartouches, et là ça va faire mal. Alors on me dit oui, mais bon, on a beaucoup d'actifs, certes, mais si vous prenez l'ensemble des actifs de toutes les administrations publiques, ça veut dire l'État, collectivités locales et sociales, on a un actif de 4 400 milliards d'euros. Donc 6 500, 4 400, l'actif net de l'ensemble de la puissance publique française est bien négatif. Ça veut dire, pour les comptables hein, qui comprennent, actif net, ça veut dire, actif net négatif, ça veut dire faillite. Donc l'État français, malheureusement, est déjà en faillite. C'est extrêmement dangereux, bien entendu. Alors, le danger, c'est qu'on vous dit, oui, bon, il y a de l'épargne. Hein, si on prend l'ensemble des actifs des ménages français, c'est 16 600 milliards, dont 6 300 milliards à peu près d'actifs financiers. Donc, tiens, c'est vrai que c'est très tentant de ponctionner là-dedans. Et ça, malheureusement, c'est la prochaine étape. Hein, je vous le dis souvent, ça finira par arriver. On a déjà, comme nous sommes numéro 1 en termes d'imposition, hein, 47% de notre PIB de prélèvements obligatoires, on ne peut plus continuer d'augmenter. Alors on va chercher ailleurs. Et notamment sur l'épargne, qui est déjà taxée, bien sûr, au niveau de la CSG notamment, et de l'impôt sur les plus-values, etc. Mais là, on va taxer de nouveau certainement un retrait forfaitaire. Alors c'est pas pour tout de suite, mais ça risque d'arriver justement quand il y aura ce chaos économique. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que cette dette publique ne se voyait pas parce qu'elle était financée par la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle ce que c'est cette fameuse planche à billets. Donc là, on voit le processus de création monétaire. Là, on a le bilan d'une banque centrale. Donc au passif, c'est la monnaie en circulation. À l'actif, c'est les contreparties de la masse monétaire. Donc normalement, pour avoir le droit de créer de la monnaie, il faut avoir préalablement ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Donc de l'or, des devises, hein, ce qu'on appelle les réserves de change, encore des titres, des obligations d'État. Donc normalement, ça c'est pour qu'il y ait une correspondance entre la création monétaire et la création de richesse. La planche à billets, c'est quoi? C'est que je n'ai pas de contrepartie, mais ce n'est pas grave, je crée quand même de la monnaie, et avec ça, comme un bilan est toujours à l'équilibre, je finance la dette publique, le déficit public automatiquement. Donc l'État est sûr de trouver preneur. Enfin, ça c'était pendant le coronavirus et il y a encore jusqu'en 2022. Heureusement, ça s'est arrêté. Alors, il y a encore beaucoup de liquidités qui sont là, mais néanmoins, cette planche à billets s'est arrêtée parce que justement, c'est elle qui a en partie généré une forte inflation avant même la guerre en Ukraine. Et donc maintenant que cette planche à billets s'est arrêtée, on voit la réalité des faits, des chiffres, et notamment l'augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État. Là, c'est l'obligation d'État français. Donc ça baisse un petit peu, on est autour des 3,3%, on était monté à 3,5% il y a quelques semaines, ça va rester élevé, et donc si les taux d'intérêt sont élevés, ça casse évidemment l'activité économique, et donc là on a un risque bien sûr de cercle pernicieux particulièrement dangereux, donc augmentation des taux d'intérêt de la dette publique, donc ça veut dire augmentation des taux d'intérêt de l'ensemble des crédits, ce qui casse la consommation et l'investissement, notamment bien sûr dans l'immobilier, et on a forcément une récession. Si la récession est là, le chômage qui est déjà en train d'augmenter va encore là aussi augmenter, donc on risque d'avoir une nouvelle dégradation de la note de la dette publique française, même si ça ne compte pas beaucoup, mais ça va susciter une nouvelle augmentation des taux d'intérêt, et donc ce qui va casser la croissance, et ce cercle pernicieux malheureusement va durer. Donc c'est ça qui est particulièrement dramatique. Alors, piètre consolation, j'ai envie de dire, c'est pire aux États-Unis. Donc là, on a quelques chiffres de l'économie américaine qui sont particulièrement catastrophiques. Regardez, déficit public, donc on est à 1400 milliards en moyenne hein, depuis 2009 par an. Là, cette année, on fait à peu près 1900 milliards de déficit, 7% du PIB. Et regardez bien la dette, 33 700 milliards de dollars, c'est quand même assez énorme, 124% du PIB. Dette totale, 400% du PIB américain. Parallèlement, on a déficit de la balance courante. Donc les Américains sont évidemment extrêmement mal. Bon, eux, à l'inverse de nous, de temps en temps, ils font quelques excédents publics, comme ici en fin des années 90, début 2000, mais néanmoins, ils ont ce déficit dramatique et cette dette qui explose. Alors pourquoi ça tient? Normalement, les Américains devraient être dégradés. Vous savez, ils sont toujours bien notés. D'ailleurs, Moody's n'a pas voulu enlever le triple A. Hein. Pour l'instant, Fitch l'a enlevé, Standard & Poor's également, mais Moody's n'a toujours pas voulu. Bon, ok, les enjeux de notation ne sont pas très crédibles. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement le rôle du dollar. Donc tant que le dollar tient, j'ai envie de dire, reste la devise mondiale, finalement c'est nous qui payons cette dette publique américaine, c'est nous qui finançons, nous, le reste du monde, entre guillemets, cette dette publique américaine, et parallèlement donc cette planche à billets. Mais ça va finir évidemment par s'arrêter. Et donc là aussi, prudence, on le voit là,
Donc le vendredi prochain, normalement, on va décider qu'on peut continuer le budget, mais on se rend bien compte que régulièrement, on a ces plafonds de dette publique aux États-Unis, donc là, qui sont, pour l'instant, on ne les regarde pas trop, on laisse filer, mais on est quand même sur des niveaux extrêmement élevés, plus de 33 000 milliards de dollars de dette publique. C'est particulièrement dangereux. Donc ça veut dire que il pourra avoir une crise de la dette publique mondiale, que ce soit aux États-Unis, et d'ailleurs ça commencera certainement par la zone euro comme d'habitude, d'où l'intérêt, encore une fois, parce que d'avoir des valeurs refuges, et notamment l'or, alors qui remonte un petit peu, c'est vrai, mais on n'est pas repassé au-dessus des 2000 $ l'once, hein, on les avait atteints le 6 août dernier, c'est vrai, le 4 mai dernier, oui, on était à 2051, on était à 2005 le 27 octobre, donc on a dépassé de nouveau ces 2000 $ l'once, là on est un petit peu en bas, mais ça peut remonter, en tout cas il faut toujours avoir cette poire pour la soif, donc à peu près 15% de son portefeuille en or physique, notamment, c'est peut-être le plus sûr, entre guillemets. Alors je termine, comme promis, avec une bonne nouvelle, parce que malgré tout ça, les marchés boursiers continuent de flamber. C'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle aux États-Unis sur l'inflation américaine qui a été un peu plus faible que prévu. Elle est quand même à 3,1%, donc on est au-dessus des 2% de l'objectif de la Réserve fédérale. Elle est à 4% hors énergie et produits alimentaires, donc c'est quand même toujours une inflation qui est élevée, mais pour l'instant on dit bon an, mal an, ça va bien, donc c'est vrai, cette remontée assez incroyable, donc 9,2% de hausse du Standard & Poor's 500, la bourse américaine, entre le 27 octobre et le 14 novembre. On a exactement à peu près la même chose sur le CAC 40, un petit peu moins élevé, c'est vrai, mais comme ça fait moins baissé, on a cette dynamique, vous voyez, il y a quasiment 7200 points sur le CAC 40, donc ça montre bien que les marchés boursiers, pour l'instant, veulent rester euphoriques, ils veulent donc croire à cette baisse de l'inflation, mais attention, pourquoi il y a de la baisse de l'inflation, voire de la baisse des prix bientôt? Parce qu'il y a de la récession. Or, s'il y a de la récession, ça veut dire qu'il y aura moins de profits pour les entreprises, donc moins de dividendes, et donc que les marchés boursiers finiront par repartir à la baisse. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce chômage qui augmente dangereusement en France, ces risques de dette publique, que ce soit aux États-Unis ou en France, ces marchés boursiers qui résistent. Donc il faut garder bien sûr l'espoir, mais c'est clair qu'on a quand même une situation particulièrement compliquée pour 2024, que ce soit aux États-Unis et en particulier en France. On tient bon quand même, il faut garder l'espoir. Merci encore pour votre fidélité, pour vos likes, hein, pour vos pouces vers le haut, c'est formidable. Pour vos abonnements, ça continue, c'est exceptionnel. Et donc, merci encore donc, de votre soutien. Bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.